Parfait. Bonsoir à tout le monde, je suppose qu'on m'entend. Je vais donc vous présenter notre projet qui a pour but en effet de développer un nouvel algorithme qui permet d'identifier les monoclonalités dans les maladies lymphoprolifératives en utilisant le séquençage à haut débit. La dia suivante va sûrement faire rigoler les personnes qui me connaissent un petit peu, mais j'aimerais au cours de cette présentation essayer d'un peu vous montrer que l'on peut utiliser le calcul vectoriel qu'on a tous appris à l'école dans le diagnostic du cancer. Vous un peu les bases. Nous travaillons donc dans le cadre des maladies lymphoprolifératives de type T, telles que le mycosite sphingoïde ou le syndrome de Césari. Et le diagnostic de ces maladies se base sur différents éléments. Il y a évidemment l'examen clinique du patient, les résultats de l'anatomopathologie, de l'immunologie et, en ce qui nous concerne, la biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'on doit essayer de démontrer la présence ou pas d'une monoclonalité de type T. Pour montrer cette monoclonalité, on dispose d'un avantage entre guillemets, puisque chaque clone de lymphocyte T possède son T-cell récepteur, son propre récepteur, qui est unique donc pour chaque clone. D'où vient cette unicité? Elle provient de différents mécanismes qui se produisent lors de l'évolution du prolymphocyte vers le lymphocyte, et notamment au niveau de l'ADN, le lymphocyte possède une série de boîtes V et une série de boîtes J. Ils vont choisir une aléatoirement pour former l'ensemble VJ. Et pour augmenter la spécificité, au niveau de cette jonction, il va y avoir le retrait tout à fait aléatoire de nucléotides et également l'ajout d'autres nucléotides tout aussi aléatoires. Actuellement, pour montrer la présence ou non d'une clonalité, le gold standard reste la PCR suivie d'une électrophorèse par capillaire qui se base donc sur la taille du produit de PCR. Dans un monde idéal, on aurait toujours les images que l'on voit ici. Dans le premier cas, vous voyez que l'on a affaire à une série d'amplicons qui ont tous des tailles différentes et qui signent donc la présence d'une polyclonalité. Et dans la deuxième image, on a affaire à deux beaux pics qui montrent l'accumulation d'amplicons de taille identique, avec donc probablement, dans ce cas-ci, une biclonalité. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde idéal, mais vous savez comme moi que ce n'est pas toujours ce qu'on rencontre, et on peut notamment rencontrer ce genre de résultats. Comment les interpréter? Je vous avoue que personnellement, je ne saurais pas vous dire ce qu'on peut en ressortir de là. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a affaire à un pic qu'on a nécessairement une clonalité. En effet, cela peut venir de l'accumulation, entre guillemets, d'amplicons différents, mais de taille identique. Enfin, lors du suivi, si on retrouve le pic au même endroit, on ne sait pas trop en tirer une interprétation. A-t-on affaire toujours au même clone, ou bien est-ce un nouveau clone qui est apparu et dont l'amplicon correspondant à la même taille? De manière à pallier ces problèmes, il est possible aujourd'hui d'utiliser le séquençage à haut débit, qui permet donc, comme son nom l'indique, d'obtenir la séquence nucléotidique de chaque récepteur présent dans l'échantillon du patient. Vous voyez qu'on obtient ainsi une grande quantité de données avec des A, des T, des G, des C. Et puis, je vais nullement me comparer à George Clooney, parce que je n'ai ni son charme ni son talent, mais je me pose la même question que lui. Avec cette quantité de données, finalement, que peut-on faire? Le séquenceur qu'on possède ici au laboratoire est fourni avec un algorithme que j'appelle algorithme commercial dans la présentation et qui permet donc d'identifier les clonalités à partir de trois critères. Le premier critère est un critère tout à fait technique, il nécessite un nombre de lectures supérieur à 20 000. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les deux critères suivants sont un peu plus explicites. La séquence qu'on rencontre le plus souvent dans l'échantillon doit être présente au minimum à 2,5% de l'ensemble des séquences. Et si on fait le ratio entre cette séquence la plus fréquente et la troisième séquence la plus fréquente, ce ratio doit être supérieur à 2. Si on rencontre ces trois critères, alors on a une clonalité. Notez que si le deuxième échantillon le plus fréquent possède les mêmes caractéristiques, dans ce cas-là, on a affaire à une biclonalité. Donc ça, c'est l'algorithme qui est fourni avec le système, mais qui pose quand même quelques problèmes à l'utilisation. On a notamment eu des problèmes de fiabilité. Les échantillons qui sont passés dans deux runs différents ont donné des résultats différents. Dans le premier run, l'échantillon était considéré comme polyclonal, dans le deuxième comme monoclonal ou inversement. On a aussi beaucoup de faux positifs. Dès que le patient est en état inflammatoire, on voit apparaître un clone, mais qui n'a évidemment rien de tumoral. On a des faux négatifs. Lorsque la clonalité est présente, mais est encore débutante, est assez faible, on ne peut pas la détecter. C'est dans un échantillon suivant qu'on voit que cette clonalité est là et qu'elle correspondait bien à l'échantillon, à la séquence la plus fréquemment rencontrée dans le premier échantillon, mais pas suffisamment élevée que pour que l'algorithme nous donne comme une clonalité. Et enfin, on a voulu un peu savoir quelles étaient les règles qui ont permis de développer cet algorithme. On a donc contacté la société, mais on a eu droit à une fin de non-recevoir. Il y a un blackout total sur les études cliniques qui ont été menées pour obtenir cet algorithme, et donc on ne sait pas sur quoi il se base pour le développer. Et donc, dans ce but-là, on a développé notre propre algorithme qu'on a appelé l'algorithme vectoriel. Alors, cette dia, en toute modestie, est pour moi la plus importante de la présentation parce que j'aimerais vous montrer le changement de paradigme qu'on a effectué pour pouvoir développer ce nouvel algorithme.
Imaginons qu'on ait deux échantillons, chacun formé de 1000 lymphocytes T. Dans le premier, on a affaire à 1000 lymphocytes T totalement différents. Les TCR sont tous différents. Dans le deuxième, on a 100 lymphocytes T qui ont exactement le même récepteur. Alors, on connaît le mécanisme qui se cache derrière. On sait que c'est un échantillon qui a une cellule qui a proliféré, un échantillon clonal. Mais imaginons un système un peu différent. Ce ne sont pas 100 cellules qui proviennent d'une seule cellule, mais 100 cellules qui proviennent de 100 progéniteurs différents et qui ont recombiné leur TCR de la même façon. Fondamentalement, ici, on imagine que c'est une photo, le résultat sera le même. Mais en pensant à cela, nous pouvons changer l'idée, nous pouvons changer la question. Au lieu de se dire, a-t-on affaire à des échantillons polyclonaux ou monoclonaux, on va plutôt se dire, a-t-on affaire à un phénomène stochastique ou un phénomène déterministe. Et à partir de ce moment-là, on peut appliquer les processus mathématiques qui nous permettent de distinguer des processus stochastiques, des processus déterministes. Comment a-t-on fait ici? Alors, première chose, on a pris l'ensemble des séquences que nous avons dans un échantillon, et au lieu de regarder séquence par séquence, nous avons regardé nucléotide par nucléotide. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous avons regardé le premier nucléotide de chaque séquence. Pour cela, imaginons que nous ayons une petite sphère au centre d'un cube ici, et qu'à 4 sommets opposés, nous ayons les 4 nucléotides que l'on peut rencontrer. Chaque fois que l'on descend et qu'on rencontre un nucléotide, la petite sphère va se déplacer dans la direction du nucléotide. On doit réaliser cela en 3 dimensions pour des problèmes d'annulation, de déplacement, peu importe, mais je vais vous remontrer ça en 2 dimensions, c'est beaucoup plus facile à voir et à comprendre, mais le principe est le même. Donc je prends ici quelques résultats que nous avons de séquences et nous allons parcourir la première colonne et déplacer notre petite boule dans les directions correspondantes. Donc on commence par un T, on va par là, le G, on va par là, etc. etc. J'ai dessiné tous les petits déplacements. Voilà ce qu'on obtient. Et donc, à la fin, notre petite sphère est à une position finale qui est pas très éloignée de son point de départ et on peut connaître cette position finale par du calcul vectoriel. Mes déplacements correspondant chacun à un vecteur, je fais une somme vectorielle, j'obtiens un vecteur dont je vais déterminer la dimension et ça va donc me donner une idée du déplacement de notre petite sphère. Je voudrais vous montrer ceci, donc comparer ce qu'on vient de faire avec un cas où vous voyez que la première séquence se répète, on serait probablement dans un cas clonal. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Si on parcourt ma première colonne, vous voyez qu'au départ, je vais voir ma petite sphère s'éloigner directement de son point de départ. Et donc, dans ce cas-là, la longueur du vecteur qui donne la position finale de ma sphère sera beaucoup plus importante. On peut, grâce à ce processus, numériser, donner une valeur numérique à chacun des échantillons que nous avons et qui est caractéristique du patient. Et grâce à cela, ensuite, on va pouvoir utiliser une analyse statistique, c'est-à-dire qu'on va comparer l'échantillon de notre patient à une population de référence qui est polyclonale, et les statistiques vont nous dire est-ce que notre échantillon patient se comporte comme une population polyclonale, oui ou non. Ça, c'est la petite dia juste pour frimer entre guillemets, mais pour vous dire que tout ça est applicable assez facilement. On a codé tout ça dans Excel avec le VBA pour transformer en chiffres les codes qu'on a ici, et ces chiffres sont passés en analyse statistique dans un logiciel de statistique tout à fait classique. Qu'avons-nous obtenu actuellement comme résultat? Ça, c'est la population de référence qu'on a pris, population polyclonale. Vous voyez que l'on a en effet une longueur vectorielle qui est assez stable parmi les patients oscillant entre aux environs de 50, entre 40 et 60, avec des unités tout à fait arbitraires. Il n'y a aucun rapport ici. Je vous avais dit que dans l'algorithme commercial, il y avait un problème de fiabilité. Nous avons repris les 5 échantillons qui avaient donné des résultats différents suivant le run proposé. Et vous voyez qu'avec notre algorithme, les résultats que nous obtenons pour chaque échantillon sont chaque fois identiques. Nous avons à chaque fois des échantillons qui passent polyclonaux. Nous avons ensuite passé 130 échantillons dans le système et utilisé les 2 algorithmes pour voir ce que nous obtenions. En ce qui concerne la polyclonalité, 80% des échantillons étaient polyclonaux dans l'algorithme commercial et on obtenait exactement la même chose avec notre algorithme. En ce qui concerne la monoclonalité, vous voyez que sur les 15 monoclonaux au niveau de l'algorithme commercial, seuls 2 d'entre eux sont restés monoclonaux dans notre étude. En biclonalité, nous avons pu éliminer 4 échantillons qui apparaissaient comme polyclonaux. Donc sur les 30 patients qui étaient considérés comme ayant une clonalité ou biclonalité, 17 d'entre eux ont pu être reportés en zone polyclonale. Pour une dizaine d'entre eux, nous avions des informations dans le dossier, et voilà ce qui se passe ici. Donc vous voyez que 2 patients étaient en fait en état inflammatoire et infectieux. Donc l'un avait une infection dentaire, un abcès dentaire, et l'autre, si je me souviens bien, c'était il sortait d'une grippe. Et pour les autres échantillons, vous voyez que généralement, on était en concordance avec ce qui sortait de l'anatomopathologie, la plupart du temps avec la PCR, à l'exception du dernier, où là, on avait probablement la présence d'un mycosis phagoïde qui nous est passé comme polyclonaux.
Voilà les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent. Nous allons évidemment continuer, mais ce qu'on peut déjà en sortir, c'est la faisabilité. Notre algorithme nous donne des résultats. Il aurait pu très bien sortir tout le temps une réponse polyclonale, tout le temps une réponse monoclonale. Non, manifestement, il fonctionne, il peut distinguer les différents systèmes. Nous avons quand même montré sa fiabilité. Si on passe plusieurs fois les échantillons dans des runs différents, nous obtenons toujours la même réponse. Et puis, il nous laisse à penser aussi que, vu les cas infectieux, il semblerait que notre système est aveugle, entre guillemets, aux faux négatifs, donc aux problèmes inflammatoires. Donc, notre algorithme ne va probablement pas modifier la sensibilité de détection des maladies, mais va probablement pouvoir augmenter sa spécificité. Ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le fine-tuning, donc vraiment une amélioration de cet algorithme vectoriel, en augmentant évidemment la quantité de patients clonales que l'on va étudier, prendre beaucoup plus de cas où le patient présente une maladie inflammatoire et également étudier la maladie résiduelle minimale, puisqu'il est possible, il y a plusieurs paramètres sur lesquels on pourrait jouer, et donc il nous permettrait vraiment de pouvoir séparer ces différentes catégories. Nous aimerions aussi développer l'algorithme pour ne pas le limiter aux maladies lymphoprolifératives de type T, mais également de type B. Et puis, nous avons commencé à développer des partenariats académiques ici avec l'hôpital Erasme, notamment avec le service de médecine interne, qui aimerait bien pouvoir l'utiliser, cet algorithme, pour la mise en évidence d'hyperéosinophilie. Et puis également commercial, grâce aux technologies Transfer Office de l'ULB, nous sommes en contact avec InVideoScribe pour tout simplement pouvoir développer et remplacer leur algorithme, puisque c'est eux qui ont développé l'algorithme commercial, remplacer leur algorithme par le nôtre. Petit mot pour terminer, j'espère que ce n'est pas trop présomptueux ou trop pompeux, mais nous pensons que ce genre de travail va permettre d'asseoir vraiment la position du LHUB comme un leader dans les technologies de séquençage moderne, mais pas seulement comme techniquement, donc développer la technique, mais aussi pouvoir offrir des réponses, pour pouvoir interpréter les résultats qui vont sortir de ces analyses. Et pour terminer, j'aimerais évidemment remercier l'équipe d'Hémato-Onco, de Pierre Heyman, Laurent de Wiscola, Hakim et Pascal pour leur soutien et leur aide au cours de ce travail. Je vous remercie pour votre attention.